Il est l'heure de commencer ce webinaire qui porte sur la recherche médico-économique dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, nous avons choisi un format distanciel avec 20 minutes de présentation par intervenant plus 10 minutes de questions afin de pouvoir bénéficier de l'expérience et de l'expertise de chercheurs qui se trouvent partout en France. Le contexte, quelques petits mots, qui vous ont déjà été indiqués, comme argumentaire de ce webinaire. Vous savez que les études médico-économiques dans le domaine de la santé ont pour objectif, d'évaluer les stratégies de prise en charge thérapeutique sur la base de leurs coûts et non pas seulement de leur efficacité. Et dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme, ces études sont malheureusement pour l'instant peu nombreuses, du fait notamment d'une mauvaise connaissance du coût de la prise en charge, mais au-delà des parcours de soins et du contenu de ces parcours de soins. Donc nous avons choisi d'organiser ce webinaire au sein du Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, le CEAND, avec le soutien fort du GIS Autisme, afin d'offrir l'opportunité aux équipes qui travaillent dans ce domaine d'échanger sur leurs travaux en cours, mais aussi d'intéresser d'autres équipes qui commenceraient à s'y intéresser. Il s'agit aussi d'échanger sur les outils, les méthodes utilisables et contribuer à développer une dynamique de recherche dans le champ des études médico-économiques, dans le TSA, mais aussi de façon plus large dans le TND. Alors, nous allons tout de suite commencer ce webinaire par la présentation de Julie Loubersac, qui est ingénieure et qui est aussi doctorante à Paris-Saclay, à l'INSERM. Elle va nous parler du parcours de soins dans la cohorte ELENA, la cohorte ELENA étant une des rares cohortes françaises sur l'autisme. Et donc, Julie Loubersac, tu as 20 minutes de présentation et éventuellement 10 minutes de questions. Voilà, on coupe nos micros et nos caméras pour améliorer la bande passante. On t'écoute avec grande attention, grand intérêt. Merci. Alors, je mets mon écran. Vous me dites si c'est bon. Impeccable, impeccable. Parfait. Merci. Du coup, moi, je vais vous parler d'un projet qui est coordonné par le professeur Bagdadli au Centre de ressources autisme et qui fait aussi l'objet de ma thèse en santé publique, ce qui s'intitule Parcours de soins des enfants avec troubles du spectre de l'autisme, suivi dans la cohorte ELENA, appariement aux données du SNDS. Donc, quelques mots de contexte que vous connaissez déjà probablement. Le TSA, c'est fréquent et on observe une prévalence en hausse ces dernières années, puisqu'on passe d'une prévalence de 1% en 2000, dans les années 2000-2010 et à 2,5% pour certaines estimations aux États-Unis. En France, la prévalence est estimée autour de 1%. Ce sont des données qui sont issues des deux registres du handicap de l'enfant. Il est très hétérogène, souvent erratique, faisant notamment de difficultés dans l'accessibilité aux ressources territoriales. Et on n'a pas en France de description précise de ces parcours, ni de l'impact de la prise en charge sur le TSA. Alors qu'on sait quand même que la prise en charge précoce et intensive est un facteur de bon pronostic. On n'a aucune information aussi sur le coût de cette prise en charge, en raison notamment de difficultés à évaluer cette prise en charge, puisqu'elle est de par son hétérogénéité. Donc ça pose les problèmes pour la mise en œuvre d'une politique publique efficace et évaluer notamment cette politique publique. L'objectif de ce projet, c'est donc de décrire la consommation de soins à partir des données du SNDS et d'essayer d'identifier des typologies de parcours de soins depuis la naissance de l'enfant jusqu'au dernier temps de suivi dans la cohorte ELENA. Et les objectifs secondaires sont d'étudier s'il existe des liens entre des typologies de parcours que l'on aura identifiées et des caractéristiques cliniques comme la déficience intellectuelle ou la présence de comorbidité, également l'âge, et également des caractéristiques sociodémographiques ou socio-économiques, notamment des indicateurs d'accès aux soins, des indicateurs
d'inégalité sociale de santé. Il existe tout un tas d'indicateurs qui seraient pertinents de mettre en relation avec ces typologies de parcours. Et un des objectifs secondaires, ce serait d'étudier le coût direct médical. Je parle là que de la prise en charge sanitaire, en fonction notamment des typologies de parcours que l'on aurait identifiées. Quelques mots sur la cohorte ELENA. C'est une cohorte qui a débuté en 2012 sur l'ensemble de la France. Donc, il y a 9 régions qui ont participé à ce recrutement. L'objectif était d'étudier les trajectoires cliniques et évolutives et les déterminants de ces trajectoires. Donc, on a recruté des enfants entre 2 et 16 ans qui avaient un diagnostic formel de troubles du spectre de l'autisme à partir d'évaluations pluridisciplinaires. Donc, essentiellement des centres de ressources autisme ou des unités d'évaluation. Les enfants ont été recrutés à partir de ces services-là. Il y a beaucoup d'objectifs secondaires comme l'étude de la qualité de vie des parents, les facteurs environnementaux. Donc, on a pu recruter entre 2013 et 2019 876 enfants avec un diagnostic confirmé de TSA. Ils avaient tous un âge moyen de 6 ans, plus ou moins 3 ans, essentiellement des garçons. Et pour 48% d'entre eux, une déficience intellectuelle. L'âge de première d'avis diagnostic, on la retrouve autour de 2,8 ans, avec un premier diagnostic de TSA confirmé autour de 5 ans. Donc, on a dans cette cohorte ELENA un recueil de données multidimensionnelles, médicales, comportementales et un suivi prospectif sur 6 ans où on va recueillir des données tous les 18 mois pendant 6 ans. Le schéma de recueil de données, c'est le suivant, avec des évaluations à J0, 36 mois après, 62 mois après, très complètes, où on va refaire des évaluations cliniques de l'enfant, et des suivis intermédiaires où ce sera des questionnaires de prise en charge et un entretien par téléphone. En parallèle, à côté une autre base de données que l'on utilise dans ce projet, c'est le Système national des données de santé, le SNDS. Donc c'est géré par la CNAM et ça a mis à disposition des équipes de recherche depuis quelques années. Et ça regroupe toutes les données pseudonymisées de tous les assurés. Donc, c'est à la fois les données de l'assurance maladie, les données issues des hospitalisations du PMSI. Il y a également les causes médicales de décès. En projet, ce serait l'intégration des données des MDPH, mais c'est toujours pas opérationnel, et également quelques données de complémentaires santé. Ces données sont mises à disposition après autorisation de la CNIL à des fins de recherche et d'évaluation d'intérêt public dans le domaine de la santé. Donc, comme je ne savais pas le public qui était au webinaire, j'ai détaillé un peu plus le SNDS. Donc, on a d'une part les données du SNIRAM, c'est-à-dire que tout ce qui est équivalent à des feuilles de soins, toutes ces données-là sont renseignées dans le SNDS. On a également toutes les données PMSI de tous les séjours hospitaliers et les consultations ambulatoires ou hospitalisations complètes. Donc, les CPDC et à terme MDPH et complémentaires santé. Donc, ce sont d'énormes bases de données très complexes. Et donc, on va appareiller ces données-là avec les données de la cohorte ELENA pour obtenir une grosse base de données. C'est-à-dire que pour tous nos patients de la cohorte ELENA, on va pouvoir récupérer dans le SNDS toutes les données les concernant. Donc, cette première partie, l'appariement, c'est vraiment une grosse partie dans ce projet, puisque, étant donné que dans la cohorte ELENA, nous n'avons pas le numéro identifiant, si on le NIR, des patients, on fait un appariement indirect probabiliste à partir des données suivantes, de l'année de naissance, le sexe de l'enfant, le codage diagnostique F84 que l'on retrouve dans le PMSI, sachant que tous nos patients sont recrutés à partir de centres hospitaliers, ils ont tous un séjour hospitalier recensé dans le PMSI. On a aussi la commune de résidence qui va nous permettre d'appareiller ces enfants et la date de soins au moment de l'inclusion. Donc, on va pouvoir utiliser toutes ces variables-là pour appareiller et on s'attend à un appareillement de l'ordre de 80%. On est vraiment en train de faire cette phase-là. On n'est pas encore aux 80% parce qu'il faut retravailler ces données-là. Dans le SNDS, on ne nous fournit pas forcément des données très propres. Il va falloir se les approprier. Et une fois qu'on aura appareillé toutes ces données avec notre cohorte ELENA, on va pouvoir retracer pour chaque enfant, depuis sa naissance, le parcours de soins
en recherchant toutes les consultations de médecine générale, de spécialistes, les consultations également paramédicales qui sont remboursées par la sécurité sociale. Donc, ce sera orthophoniste, kinésithérapie, des choses comme ça. Tous les actes qui ont été réalisés pour le patient. Et donc, on va s'intéresser à 2 parcours qui nous semblent pertinents. Le parcours avant le diagnostic, puisque quand même, on observe dans les différentes études des témoignages d'errance diagnostique, et donc on va s'intéresser à ce parcours-là, et également le parcours post-diagnostic pour essayer d'identifier ces typologies en fonction du pronostic du TSA. Dans un premier temps, on a réalisé une revue de littérature pour identifier les facteurs concernant ce parcours pré-diagnostic, pour identifier les facteurs cliniques, sociaux, environnementaux qui seraient associés à l'âge au diagnostic, et éventuellement identifier des leviers actionnables pour favoriser un diagnostic précoce. Donc, cette revue systématique a été réalisée selon les guidelines PRISMA. On a sélectionné des articles originaux dans lesquels le diagnostic était posé dans l'enfance selon les classifications internationales. Et dans ces articles, il fallait qu'il y ait une analyse d'association entre l'âge au diagnostic et au moins un des critères, qu'ils soient cliniques, sociaux, environnementaux, quel que soit le critère. On a interrogé 4 bases de données et on a pu faire une évaluation du risque de biais avec une échelle standardisée. Donc, on a identifié 50 études internationales publiées entre 1998 et 2020 qui portent des données qui, elles, ont été récoltées de manière rétrospective entre 1987 et 2017. On a observé un risque de biais élevé ou modéré pour 34 études et faible pour, du coup, je ne vois pas mon écran, mais pour les autres études. L'âge moyen au moment du diagnostic se situe entre 2,2 ans et 9,8 ans. C'est une fourchette assez large. Et donc, on a observé de manière consensuelle que la présentation clinique était un facteur favorisant un diagnostic précoce, notamment un faible niveau cognitif, une altération de la communication sociale. En revanche, il y a seulement 4 études sur 50 qui ont examiné le lien entre l'âge au diagnostic et l'accès aux soins. Donc, il nous semble pertinent de regarder le parcours de soins avant le diagnostic, puisqu'il y a un gap dans la littérature. Ah, j'arrive plus à bouger. Voilà. Donc ça, c'était la première étape de notre projet, d'étudier, de regarder qu'est-ce qu'on pouvait bouger sur le pré-diagnostic. Et dans les outcomes secondaires du projet, on va analyser les liens entre les types de parcours et les caractéristiques cliniques, facteurs sociodémographiques et socio-économiques. Ah, je me le disais, il me manque une diapo. Voilà. Donc, dans la deuxième partie du projet, l'analyse des parcours de soins, donc pour identifier les typologies de parcours identifiés, on va utiliser des méthodes d'analyse de séquences de type optimal matching. Ce sont des méthodes statistiques empruntées à la sociologie ou même à la génétique, où on va pouvoir comparer chaque parcours diagnostique et étudier regarder en quoi ils sont différents, et après pouvoir, par des classifications ascendantes hiérarchiques, pouvoir regrouper ces typologies de parcours, les typologies de parcours les plus semblables. Après ça, il y a des logiciels, le logiciel R permet de faire ce type d'analyse, notamment le package Tramine R. Et dans les outcomes secondaires, on va analyser le lien entre les différents groupes de parcours que l'on observe et toutes les caractéristiques que l'on a dans la cohorte ELENA, donc toutes les caractéristiques cliniques et également de nombreux facteurs sociodémographiques qu'on récupère à la fois dans la cohorte ELENA et dans le SNDS, puisque dans le SNDS, on a des indices de déprivation sociale, où on peut également récupérer des indices d'accessibilité aux soins. Voilà, et on va pouvoir estimer le coût direct médical.
En ce qui concerne les limites, de ce projet, il y en a quelques-unes, notamment que la population, ELENA, n'est pas une population représentative de l'ensemble des TSA en France, puisqu'il s'agit de populations recrutées à partir de centres hospitaliers et de seulement certaines régions françaises. Le risque, un des risques de ce projet, c'est qu'on soit face à une multitude de parcours de soins tellement différents les uns des autres qu'on ne soit pas en mesure de regrouper en fonction, de regrouper par typologie. Dans ce cas-là, on pourra adapter une autre approche en essayant de regarder ceux qui sont le plus proches des recommandations. Et une des limites également, c'est qu'on a accès aux soins qui sont remboursés et on sait que dans la prise en charge du TSA, une bonne partie, de la prise en charge, n'est pas remboursée par la sécurité sociale comme, la psychomotricité quand c'est fait en libéral, ou l'ergothérapie, des choses comme ça. Et quand, il y a une prise en charge en milieu hospitalier, enfin, souvent, on ne sait pas exactement ce qui est on ne sera pas en mesure de préciser quel type de prise en charge ils ont bénéficié. On aura juste, le séjour hospitalier. En revanche, il y a pas mal de points forts, notamment en termes de faisabilité, puisqu'on a déjà passé la première étape de l'appariement. Donc on est plutôt serein sur, la suite, en termes de données. On a accès à une cohorte ELENA qui a un effectif très élevé et une fiabilité des données, vraiment, de qualité puisqu'on s'est recueilli directement soit dans le dossier médical ou auprès des patients. Et pour étudier le parcours de soins, dans la littérature, pour le moment, les études que l'on observe, ce sont sur des petits échantillons ou puisque sur des groupes assez faibles, de 20-30 personnes. Donc ça, c'est plutôt un point fort. On a également une vision longitudinale avec un recueil, prospectif, sur plusieurs années et on a également des partenariats forts avec, Santé publique France, le réseau, Red Siam, le groupe, Santé mentale. En termes de retombées et de perspectives, le fait d'identifier des typologies de parcours, qui seraient spécifiques en certains tableaux cliniques, nous permettrait éventuellement de proposer, des solutions pour optimiser ces parcours-là. On obtiendrait également un état des lieux, du recours aux soins et des coûts associés, des coûts, du point de vue, médical, ce qui pourrait fournir des indicateurs permettant d'évaluer l'accessibilité aux soins. Par l'intermédiaire de ce projet, notamment l'appariement de la cohorte ELENA, on participe aussi, à la construction d'un algorithme d'identification des cas de TSA dans le SNDS, qui nous permettra à terme de pouvoir obtenir une prévalence, peut-être plus fiable, en repérant mieux les cas dans le SNDS. Et on pourrait éventuellement aussi, dans les perspectives, chaîner les données de la mère. Donc nous, on aura les données relatives à l'enfant, mais on peut, dans le SNDS, retrouver les données de la maman et étudier les expositions, notamment pendant la grossesse, les expositions à certains médicaments qui seraient intéressants. Donc pour ce projet, on a la chance de pouvoir compter sur des partenaires très compétent, donc Santé publique France avec Catherine A qui va vous présenter un projet tout à l'heure. On a le réseau Red Siam aussi, le département de l'information médicale du CHU de Montpellier avec notamment sa plateforme SNDS et des collaborations internationales, le professeur, Munir. Donc je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions dans le forum. En revanche, j'en ai quelques-unes. D'abord, je voudrais te remercier pour ta présentation qui a été, très claire et d'avoir, si bien respecté le temps. Donc on a un petit temps d'échange et on peut aussi échanger avec les autres intervenants. Moi, je voulais souligner l'intérêt, de pouvoir accéder aujourd'hui à ces grandes données en santé, notamment celles du SNDS, pour contribuer à une meilleure compréhension des parcours de soins, parce que, concernant l'autisme, plan après plan, on estime qu'on a une méconnaissance totale, du parcours de soins, et en retour, des besoins de soins, des personnes avec un TSA. Moi, il me semble, comme tu l'as dit, dans ta conclusion, que ce type d'approche, heu, épidémiologique, et statistique pourrait contribuer à favoriser une médecine individualisée,
une médecine personnalisée. J'avais, j'avais quelques petites remarques et des questions. Une petite remarque qui concerne, le point, relatif aux limites, dans limites et points forts. Tu nous indiquais que le recours, aux soins ne permettait pas d'être analysé sous l'angle des actes non remboursés. Tu citais l'ergothérapie et la psychomotricité. Je voulais juste te faire remarquer que depuis peu de temps, avec la mise en place des plateformes de coordination et d'orientation, en tout cas au moins pour les enfants de moins de 7 ans, ces actes sont dorénavant, pris en charge par l'assurance maladie. Donc Mmh. bon, je ne sais pas si Ouais, ça va être possible, je ne sais pas ce que tu en penses, si on va pouvoir les il va retrouver? falloir le temps que oui, bien, je pense que, on pourra les trouver. Après ça va concerner, pour notre projet Elena, ça va pas les concerner, mais sur d'autres projets, oui, c'est quelque chose, Voilà, qu'il donc faut OK. garder en Donc tête. ça, c'est, bon, une première remarque et je voulais également que tu nous dises dans le SNDS, ce qui concerne pour quand on chaîne les données d'Elena avec les données du SNDS, les données relatives à la consommation médicamenteuse. Est-ce que tu peux nous préciser quels sont, les médicaments, qui sont étudiés? Enfin, qu'est-ce que ça concerne, en fait, quand on parle de consommation médicamenteuse? Ouais, on va plus enfin, dans le SNDS, on va plus parler du coup de délivrance puisqu'on va avoir accès à tout ce que les patients sont allés chercher à la pharmacie, du moment qu'ils sont remboursés. Donc pas ce qu'ils ont consommé, ceux qui Ouais, sont c'est ça, allés ce qu'ils ont acheté, il y c'est aura ça? toujours un biais, on ne sait pas après s'ils l'ont vraiment pris, quoi. D'accord. Donc c'est ce qui leur a été prescrit par Délivré, un médecin et délivré à la pharmacie. OK, ouais, c'est une fois qu'ils sont passés par la pharmacie qu'on va récupérer ces données-là. d'accord. Donc ça veut dire que tout ce qui est automédication, bah, on n'en sait rien par Non, définition et si, il n'y a pas de prise du médicament délivré, on n'en sait rien non plus. c'est ça. D'accord. Je voudrais aussi t'interroger avec, l'expérience que tu as, sur, l'accessibilité dans l'état actuel des choses des données du SNDS. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que non, c'est vrai parce qu'on Ouais. est tous, dans une grande impatience de pouvoir utiliser ces données, de pouvoir, les chaîner, à nos données de cohorte et cetera. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience, s'il te plaît? Ouais, alors, bah, il la première étape des démarches réglementaires, c'est long et fastidieux, mais c'est faisable et puis, maintenant on arrive à retrouver sur le site du Health Data Hub, tout un kit de démarrage pour faire les demandes, avec des trames de documents donc ça, il faut juste prendre en compte que c'est long. En plus quand on fait les demandes pendant la période covid, c'est encore plus long. Et après, il y a une fois qu'on a obtenu les démarches, les autorisations, alors nous, la complexité, c'était qu'on voulait appareiller des données, au SNDS et là, on travaille en collaboration avec l'équipe, une équipe précise, à la CNAM et là, il va falloir trouver les bonnes variables d'appariement et ça va être un aller-retour de plusieurs, mois, avec cette équipe pour arriver à identifier les bonnes variables et ça, c'est très long. Après, il y a une autre étape qui consistera à analyser les données. Celle-là, j'y suis pas encore, mais je suis beaucoup de formations sur le SNDS parce qu'en fait, je crois que chaque variable du SNDS a une particularité et donc il faut retrouver toutes les pièges, quand on veut la délivrance du médicament, on va aller la chercher dans plusieurs tables et donc il faut pouvoir être bien épaulé autour parce qu'on peut pas tout savoir quoi, en fait, donc il y a beaucoup de documentation sur le Health Data Hub, ça c'est sûr, mais c'est vraiment, c'est une machine de guerre ce SNDS. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Bah, j'accueille, j'ai vu que le professeur David Cohen était arrivé, je le salue, très chaleureusement, et que le docteur Charles Haïdi est aussi arrivé. Merci d'être des nôtres. Donc, là, je vais passer la parole, à Catherine A, qui est médecin de santé publique, épidémiologiste, à Santé publique France. Donc, Catherine, vous pouvez, peut-être, Vous m'entendez? on vous entend Ah, très et bien. voilà, donc vous pouvez choisir de mettre votre, caméra pour qu'on vous voit. C'est nous qui allons couper les nôtres pour améliorer la bande passante.
Voilà, bonjour. Donc, je Bonjour. suis ravie de vous accueillir à ce webinaire. Je tiens à dire que les travaux de Santé publique France, bon, qui sont connus et reconnus dans divers champs et en ce moment dans le champ de la vaccination et de cette problématique majeure de l'épidémie par le Covid. Je crois que c'était avant l'épidémie, hein, avant 2019, il y avait des travaux qui avaient été publiés pour la première fois en France sur une estimation de la prévalence du trouble du spectre de l'autisme à partir du recours aux soins dans le SNDS. Donc, ça ouvre une porte enfin pour une meilleure compréhension de ce recours aux soins. Donc, pareil, Catherine, vous avez, voilà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 20 minutes de présentation et on se laissera un petit temps de discussion. Donc, on va partager pour vous l'écran. Voilà, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous c'est Aline Tournier au niveau du centre d'excellence qui va passer les diapos pour vous et donc n'hésitez pas à demander, à ce qu'on passe les diapos les unes après les autres. Donc moi je coupe mon micro et ma caméra et je vous écoute avec plaisir. Eh bien, merci à Maria de m'avoir invitée à ce webinaire. Donc, le travail que je vais vous présenter là ce matin, c'est un travail qui a été réalisé en 2019 et publié en 2020. Il n'a pas été réactualisé depuis en raison de la pandémie qui a mobilisé l'agence à 200%. Voilà, donc c'est un travail qui a été publié et voilà, je vous présente ce qui a été fait. Donc vous le connaissez déjà, bien sûr. Diapositive suivante. Donc je vais passer sur la définition. Je pense que toutes les personnes qui sont présentes ici connaissent la définition. Juste pour dire qu'il y a plusieurs raisons qui contribuent à rendre complexe la surveillance épidémiologique des TSA et l'estimation des principaux indicateurs de poids en santé publique, tels que prévalence, incidence. Donc ces raisons sont entre autres la diversité des expressions cliniques, un diagnostic exclusivement clinique et pouvant être fait tardivement, même si bien sûr il y a des avancées sur un diagnostic précoce. Le diagnostic se fait de plus en plus précocement, Dieu merci. La diversité des modes de prise en charge dont vous avez parlé et que vous allez explorer, et les multiples évolutions des critères diagnostiques et des classifications. D'autre part, il n'y a pas de traitement pharmacologique spécifique, en tout cas à notre connaissance. Donc, pour le repérer, par exemple dans le SNDS, c'est assez compliqué. Il y a des pathologies qu'on peut repérer plus facilement par des traitements. Dans le cas des TSA, pour l'instant, ce n'est pas possible. La prise en charge institutionnelle est principalement médico-sociale et donc assez peu hospitalière. Et voilà, donc c'était donc pour dire que on a peu de données épidémiologiques en raison de la complexité de cette surveillance. Diapositive suivante. Donc les premières études en France ont été conduites dans les années 80, conduites essentiellement par des pédopsychiatres, notamment Éric Fonbonne. Des études ponctuelles avec des méthodologies diverses, montrant des résultats difficiles à comparer, du fait de la diversité de ces méthodologies. Les années 90 ont vu la création de 2 registres sur les handicaps de l'enfant, dont a parlé Julie, le registre des handicaps de l'enfant et observatoire périnatal sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, le REHOP, donc depuis 91, et le registre des handicaps de l'enfant en Haute-Garonne, donc RHE 31, depuis 99. Quelques initiatives actuellement voilà, qui ont commencé de mise à disposition de données sur le handicap, notamment le portail HandiDonnées qui est pour l'instant ne peut fournir des données sur les enfants autistes que pour 2 régions, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Donc c'est quand même un bon début de mise à disposition des données. Alors, donc en France, peu de données épidémiologiques. Il y a une estimation anglaise qui a été souvent reprise dans les documents officiels, Cour des comptes et site internet. C'est l'estimation en population générale qui a montré une prévalence de 1% chez les enfants de 9-10 ans. Diapositive suivante.
Donc, juste pour retracer le contexte, 4 plans gouvernementaux autisme depuis 2005 et le dernier, qui est une stratégie nationale, a été notamment axé sur la nécessité d'organiser la production de données épidémiologiques. Donc, voilà, je ne voulais pas en dire plus sur cette diapositive. Diapositive suivante. Et donc, là où l'Agence de Santé publique France est concernée, c'est que, voilà, elle est mobilisée pour la construction d'algorithmes et la mise en place de groupes d'échange de pratiques professionnelles pour intégrer également la dimension régionale, hein. Donc, en 2019, a été mis en place à l'agence un groupe de travail sur les troubles du spectre de l'autisme, associant plusieurs directions de l'agence, dont la mienne, je travaille dans la direction des maladies chroniques, mais également la direction des régions, la direction santé, environnement et travail, et appuyé par un comité d'appui thématique auquel a été conviée Amaria Badagli. Et ce comité d'appui thématique s'est réuni une première fois en janvier 2020 et malheureusement, il n'a pas pu se réunir comme prévu la seconde fois en juin 2020 du fait de la pandémie. Donc les travaux, on peut dire que les travaux pour l'instant à l'agence, les travaux sur ce sujet ont été dépriorisés et bon, nous espérons qu'en 2023, nous pourrons remettre en place la dynamique qui avait été bien impulsée en 2019, hein. Diapositive suivante. Donc, les objectifs de notre travail étaient d'estimer la prévalence, donc je dis TED parce que ça correspond au code F84 de la CIM10, donc troubles envahissants du développement, estimer la prévalence des TED et décrire son évolution à partir du recours aux soins, donc sur la période 2010-2017 au niveau national, régional et départemental. Donc la méthode, il s'agit donc comme je l'ai dit, on ne peut pas repérer dans les données du SNDS de traitement médicamenteux spécifique pour ces troubles, mais un chaînage est possible entre les données d'ALD, d'hospitalisation, aussi bien en MCO que dans le RIMP, et les données ambulatoires du RIMP. Alors, jusqu'ici, à condition, on ne pouvait chaîner qu'à condition qu'il y ait une hospitalisation antérieure du sujet dans le même établissement. Sinon, on ne peut pas chaîner les données ambulatoires. Donc ça, c'est une limite, mais qui, je pense, va être bientôt dépassée. Donc, on va pouvoir, d'après ce que j'ai entendu dire, on va pouvoir bientôt chaîner les données ambulatoires avec les données d'hospitalisation sans cette condition d'une hospitalisation antérieure. Parce qu'en fait, dans les données ambulatoires, n'apparaît pas le numéro identifiant national, mais un autre numéro identifiant. Donc voilà, c'était un obstacle au chaînage, je crois, qui va être surmonté dans les années à venir. Alors, diapositive suivante. Donc, cette méthode permet le dénombrement des personnes répondant à au moins une des conditions suivantes. Donc, au moins une hospitalisation, en médecine chirurgie obstétrique, donc MCO, PMSI, MCO ou en psychiatrie, RIMP, avec en diagnostic principal relié associé le code CIM10 F84. Bénéficie d'une prise en charge à 100% pour affection longue durée ALD23 au titre avec le code F84. Et au moins une consultation en ambulatoire avec en diagnostic le code F84 et donc pour des raisons de chaînage, au moins une hospitalisation dans le même établissement. Donc, cette méthode ne permet pas de dénombrer les cas pris en charge uniquement dans le secteur médico-social, en médecine de ville ou en consultation ambulatoire psy uniquement. Voilà. Donc, c'est l'intérêt des travaux présentés par Julie, c'est justement de pouvoir, dans la cohorte ELENA, retracer le parcours de soins et documenter. Mais là, dans nos données, là, on ne pouvait pas avoir accès à ces données. Diapositive suivante. Donc, en 2017, donc on a fait à la fois une évolution sur 2010 et 2017 et on a regardé un peu plus précisément l'année 2017. Donc, en 2017, on avait à peu près 120 000 cas de TSA repérés dans le SNDS, tous âges confondus, soit une prévalence brute de 18 pour 10 000 habitants.
chez les hommes 28 et chez les femmes 8,5, donc un sexe ratio de 3,3 à peu près. Une augmentation de la prévalence des TSA, donc on observe depuis 2010, plus marquée chez les hommes. Et on observe également une légère inflexion en 2015, une pente qui change à partir de 2015. Diapositive suivante. Donc ça, c'est les résultats entre les courbes entre d'évolution sur les années étudiées, 2011, 2013, 2015, 2017, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc, on voit que chez les hommes, les prévalences sont plus élevées, donc un sexe ratio homme-femme globalement de 3,3. On voit une tendance à l'augmentation au fur et à mesure des années, entre 2011 et 2017, une augmentation régulière de la prévalence. Une prévalence maximale entre l'âge de 5 et 15 ans, que ce soit pour les garçons ou les filles. La prévalence donc diminue avec l'âge. On voit bien que chez les à partir de 35 ans, on arrive à des niveaux très très faibles. Mais ça, c'est une question de repérage et non pas de pathologie, enfin d'atteinte. Alors, quand on regarde chez les enfants de 7 ans révolus, afin de comparer avec les données des 2 registres du handicap, on observe une prévalence de 74 pour 10 000 habitants versus, pour les années comparables, 77 et 56 pour les registres, donc des valeurs assez proches. Alors, chez les garçons, chez les enfants de 7 ans révolus, on observe une prévalence de 115 pour 10 000 habitants versus 123 pour le registre Haute-Garonne et 90 pour le registre Réop. Chez les filles, 31 dans le SNDS versus 30 pour le registre Haute-Garonne et 20 pour le Réop. Donc, quand même, à partir du SNDS, des prévalences observées assez proches de celles observées dans les registres, ce qui est déjà d'un intérêt majeur. Diapositive suivante. Alors, donc on peut dire que le SNDS est une source pertinente, en tout cas pour dénombrer les cas de TSA, mais chez les jeunes, pas chez les adultes. Donc, on peut dire même chez les moins de 15 ans. On observe des disparités régionales, comme vous pouvez le voir. Alors, le vert, ce sont les prévalences les plus faibles. Vers le rouge vif, les prévalences les plus élevées. Et le blanc, c'est la moyenne, autour de la moyenne nationale. Alors, donc la carte située à gauche, c'est les hommes, et la carte située à droite, chez les femmes. Donc, on voit qu'elles sont superposables. Voilà. Diapositive suivante, donc des disparités régionales, mais aussi départementales. Elles sont relativement superposables également entre hommes et femmes, avec quand même quelques disparités entre les sexes. Mais voilà, donc là encore, le rouge montre les prévalences les plus élevées qu'on ne peut pas encore, on n'a pas d'hypothèse pour l'instant pour expliquer ces prévalences. Si ce n'est l'accès aux soins, l'accès au diagnostic, l'accès au repérage précoce, enfin voilà. Diapositive suivante. Donc, pour vous montrer un petit peu la contribution des différentes bases de données dans le SNDS pour la construction d'indicateurs de prise en charge des troubles du spectre de l'autisme, on voit que les ALD permettent de repérer le maximum de personnes. En fait, c'est-à-dire que vous avez une colonne tous âges et une colonne pour les moins de 20 ans. Chez les moins de 20 ans, on voit que 89% des personnes moins de 20 ans qui sont repérées le sont grâce à l'ALD, ont une prise en charge au titre de l'ALD. 5,8, toujours chez les moins de 20 ans, 5,8 ont eu une hospitalisation en MCO, 15,3 une hospitalisation en psychiatrie et à peu près la même proportion ont été suivies en ambulatoire.
Voilà, donc on voit que le gros de l'identification se fait grâce à l'ALD. Diapositive suivante. Donc voilà, donc ce travail a permis de fournir les premières estimations françaises de la prévalence des troubles du spectre de l'autisme au niveau national, régional et départemental. Le SNDS nous paraît une source pertinente en comparaison avec celle du registre chez les moins de 15 ans et surtout entre 5 et 9 ans. La tendance à l'augmentation que nous observons et qui a été confirmée avec les données 2018, quelle que soit l'échelle géographique d'ailleurs, a été observée également par les registres français et au niveau international. Donc ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est probablement dû en partie, tout au moins, à l'amélioration continue des pratiques de repérage et du diagnostic en France, grâce à une amélioration de la formation des professionnels, une meilleure structuration de l'offre de repérage et de diagnostic, qui est sans doute eu un effet des plans autisme, des différents plans autisme qui se sont donc succédés depuis 2005, et la diffusion des recommandations de la haute autorité en santé et la mobilisation des agences régionales de santé, mais également une meilleure sensibilisation du public sur le sujet. Donc tout ça, ça peut contribuer à un meilleur diagnostic. Et diapositive suivante. Donc les disparités régionales et départementales pour l'instant restent sans hypothèse privilégiée à ce stade, hein, hormis donc les disparités de prise en charge qui pour nous expliquent une grosse partie de ces disparités. Et ces données sont bien sûr utiles à l'évaluation des politiques et des moyens mis en place pour la prise en charge des TSA, aussi bien au niveau national qu'au niveau des acteurs de terrain. Diapositive suivante. Donc ainsi, en 2017, ça c'est des limites, près de 90% des cas repérés dans le SNDS sont au moins bénéficiaires d'une ALD. Donc il y a une progression, on voit qu'ils étaient 70% en 2010, avec la recommandation de la HAS qui est d'atteindre un taux de 100%. Ce qui fait que nos estimations de prévalence sont issues du repérage des personnes bénéficiant d'une ALD, et donc tout ce qui influe sur les pratiques de mise en ALD est susceptible d'influer sur le nombre de cas repérés dans le SNDS. Et nous pouvons observer également une sous-estimation donc possible de la prévalence de ce fait-là, mais aussi une surestimation localement du fait peut-être dans certains territoires d'un surdiagnostic. Diapositive suivante. Donc nos résultats sont cohérents avec la littérature, hein. La revue de littérature, à ma connaissance, la plus récente est sur les données de prévalence est celle de Fonbonne, publiée en 2019, qui montre une estimation moyenne de 69 pour 10 000 enfants, soit un enfant sur 145, donc proche de ce qu'on observe, et qui, d'après cet auteur, peut être retenu comme la meilleure estimation actuelle de prévalence des TSA. Diapositive suivante. Donc ces données ont été publiées en 2020, juste avant le confinement, par un rapport où on trouve les données nationales et régionales, mais pas les données départementales, parce qu'il nous paraissait prématuré de les publier. Il nous paraissait nécessaire d'en discuter au préalable dans chaque région avec les différentes ARS avant de communiquer sur les données départementales, de mieux comprendre le processus des disparités. Et ces données ont été également publiées dans un BEH thématique, toujours en 2020. Voilà, je crois que j'ai fini de ma présentation. Donc je peux répondre, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci, merci beaucoup Catherine pour cet exposé qui était vraiment extrêmement clair. Il y a une petite question, enfin une hypothèse, pourquoi petite? Une hypothèse que te soumet Julie Loubersac. Est-ce qu'une des hypothèses pour expliquer cette disparité régionale ne pourrait-elle pas être l'exposition environnementale avec le rôle des contaminants chimiques tels que les pesticides ou les solvants? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, mais tout à fait, oui, 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 oui. Nous, enfin, nos hypothèses ne sont pas étayées, mais bien sûr, les hypothèses d'exposition environnementale pendant la grossesse sont tout à fait, enfin, il y a dans la littérature, à la fois sur les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, il y a des études qui ont publié des résultats là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est à explorer, hein, ça c'est certain. D'accord. Après, bon, moi, je voulais souligner par rapport à ton propos, qu'un défi, majeur à ce type, d'études, hein, pourtant extrêmement bien conduites et cetera, c'est l'hétérogénéité du TSA, Oui, heu, qui entraîne parfois des problèmes de diagnostic différentiel. D'avec le retard, dans les formes très sévères ou avec, d'autres troubles neurodéveloppementaux, en particulier chez les adultes ou encore avec des problèmes de santé, mentale. Donc moi, il me semble on en avait discuté dans le groupe de travail, qu'une difficulté, importante, c'est aussi la validité du diagnostic du TSA dans les bases de données. Donc ça va au-delà du travail que tu nous présentes. Dans les bases de données du SNDS. C'est un vrai défi en termes de fiabilité, puis d'exhaustivité. Est-ce que toi, tu vois comment on peut contourner cette difficulté, ou est-ce qu'on doit juste faire avec? hem, moi j'ai l'impression que pour l'instant, on doit juste faire avec. Mmh, Alors en plus le code qu'on a retenu dans le SNDS, vous avez vu que c'était 3 digits, hein, F84, mmh, parce que, les ALD en fait ne sont codés, pour l'instant qu'en 3 digits et comme c'est le gros du bataillon, mmh, donc c'est on ne peut pas aller dans la finesse des diagnostics, mais en tout cas pour répondre à ta question, je pense mmh. qu'on ne peut que faire avec pour l'instant, oui. Et pareil par rapport à cette question du code, CIM10 avec F84 et en référence au fait, qu'en fait on parle de troubles envahissants du développement et non pas de troubles du spectre de l'autisme. Si on code en F84, ça veut dire que, une autre hypothèse à creuser, hein, par rapport aux disparités, interrégionales, ce serait d'aller plus loin que le F84 et de regarder, le chiffre suivant parce que, ça permettrait comment dire? D'identifier, les personnes qui ont un trouble envahissant du développement non autrement spécifié et qui parfois est de nature, non autistique. C'est-à-dire qu'on cote, avec, le F84, alors je ne sais plus si c'est 8 ou 9 ou les 2, des patients Les 2, qui n'ont pas oui, de TSA, mais qui peuvent avoir, des difficultés de communication sociale, d'autres troubles du neurodéveloppement. Donc peut-être qu'on pourrait aller, au-delà de ces 2 chiffres. Hem, oui, oui, j'avais aussi un autre commentaire, qui concerne, l'observation que la prévalence, depuis 2010 a augmenté et surtout, chez les hommes. chez les hommes, hein. Et donc pour l'instant, l'idée, c'est que peut-être le repérage, se fait, moins bien Oui. chez les femmes. Est-ce qu'il y a cette idée-là? Non, c'est effectivement, c'était toi qui l'avais proposé cette idée-là quand je t'avais présenté, hein, les pour Mmh. la première fois les résultats. Heu, donc moi je n'en sais pas plus que toi sur ce D'accord. sujet-là. Est-ce Par que contre, pour revenir juste, excuse-moi, oui, juste au je t'en code, prie, Catherine. effectivement, les données d'hospitalisation permettent de détailler les codes, hein. On a accès à des D'accord, codes plus précis dans les d'accord. données d'hospitalisation et donc, dans le rapport, il y a des tableaux effectivement qui montrent des répartitions de diagnostics, au sein de la classe F84. Mais, la question qui se pose également, c'est l'utilisation de la CIM 11, hein, qui va Mmh. bientôt se faire, normalement, officiellement, l'année prochaine et donc là, ça risque de perturber également le codage, enfin le perturber, les pratiques de codage, tout au moins, voilà, donc il faudra en tenir compte dans les Mmh mh. études. Mmh. Et Est-ce que je pardon, peux hein, poser une question? je reviens à l'idée. Il y a quel David, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je lève la main, mais je me demande Ah pardon, mais si je tu la es vois pas. En visible. fait, ce qui se passe, c'est que je ne vois Ah, pas la main. C'est pour ok. ça, je suis désolée. Non, non, mais Je je t'en t'en prie. prie. Non, mais donc je regardais s'il y avait des mains levées et cetera. Donc je continuais, vas-y, je t'en prie. Alors, j'abaisse ma main. Et non, je voulais faire deux commentaires. D'abord, merci beaucoup parce que je ne connaissais pas ce travail de Santé publique France sur le SNDS concernant l'autisme. Je peux vous parler en tout cas des données du REOP parce que je les connais bien pour avoir travaillé dessus avec Vincent Guinchat et Christine Cans à l'époque.
clairement, c'est des autistes avec déficience intellectuelle puisque c'est un registre de handicap. Donc, on a plutôt les formes sévères. Et je pense d'ailleurs que les ALD 100% sont quand même plus fréquemment faites pour les formes sévères. Une des difficultés dans notre organisation sanitaire, c'est qu'en fait, en psychiatrie, on demande beaucoup plus facilement des prises en charge à MDPH que des 100%, parce que c'est la MDPH qui donne finalement le remboursement des choses qui ne sont pas remboursées, parce que même la part des orthophonistes, il y a souvent des mutuelles qui les prennent en charge chez les parents. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas une organisation simplifiée où quand quelqu'un est reconnu à la MDPH, il est automatiquement pris en charge à 100%. En fait, on devrait faciliter la vie de nos assistantes sociales et surtout la vie des familles, en coordonnant finalement ces dispositifs. Mais si historiquement, comme vous l'avez signalé, l'autisme étant pris en charge dans le médico-social en majorité, il y a cette espèce de décision historique qui nous traîne depuis des années. Alors, par rapport à la vision, pourquoi il y a des disparités d'une région à l'autre, alors vous avez fait plusieurs hypothèses, et je les partage, à la fois la qualité du diagnostic. Certaines régions et certaines habitudes, ça a été montré dans les pays anglo-saxons, de réallocation de diagnostic entre déficience intellectuelle simple et déficience intellectuelle avec l'autisme prenant la part, on va dire, du diagnostic principal beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et on est toujours dans cette évolution-là de manière contemporaine, même si c'est 2010, hein, votre année de recul. Mais dans les aspects environnementaux, je pense qu'il faut aussi parler de la migration. J'ai vu les données d'Île-de-France qui étaient un peu petites dans votre carte, mais on reconnaît au moins le 77, le 95. Je pense qu'il devait y avoir le 93 aussi. C'est assez paradoxal parce que c'est des lieux où vous avez très peu de structures de soins et de repérage précoce. C'est vraiment la partie de l'Île-de-France qui est déserte en structure. Et pourtant, il y a un surdiagnostic, en tout cas tel que vous le repérez. Or, c'est quand même des territoires dans l'Île-de-France où il y a une forte proportion de migrants. Et les données qui ne sont pas encore publiées de la cohorte Epigramme, qui est la cohorte en hôpital de jour, ont montré finalement une prévalence dans les hôpitaux de jour des intersecteurs d'un taux de migrants qui aggrave le diagnostic à l'entrée en termes de sévérité et qui aggrave le pronostic en termes de devenir de manière tout à fait importante. Et je pense que ça, c'est une variable dont on ne parle pas beaucoup en France parce que c'est une variable en général qu'on ne recueille pas dans nos statistiques parce qu'on considère qu'on est au-dessus de ça. Et c'est quand même un gros trou noir. Alors, il y a d'autres départements, c'est probablement d'autres explications. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une explication nationale parce qu'il y a tellement de facteurs qui jouent qu'à mon avis, il faudra aller voir localement avec les équipes qui sont capables de remonter des données, bien entendu, pour les confronter au SNDS. Ouais, merci. Merci David. Je ne sais Oui, pas, merci Catherine, beaucoup. si tu veux réagir. Oui, merci. En tout cas, merci beaucoup de ces éléments. Effectivement, donc justement pour les données régionales et départementales, donc on devait travailler dans chaque région, enfin presque toutes les régions étaient concernées à Santé publique France. Hein, vous savez qu'on a des cellules en région qui devaient travailler donc localement avec tous les organismes impliqués, notamment les ARS, mais pas que. Et donc, voilà, tout a été bloqué du fait de la pandémie, mais on devait réussir à discuter avec les ensembles de structures, les parties prenantes pour essayer d'interpréter ces taux. Ouais. Il y a une question pour toi encore de Marie-Christine Picot, qui est épidémiologiste au Centre d'excellence sur l'autisme à Montpellier. Elle te dit: «Merci pour cet exposé. Avez-vous, pu superposer les chiffres régionaux avec, ceux des centres spécialisés en France?» Non, pas du tout. Non, non, on n'a pas fait. OK. Bon, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Merci encore, hein, Catherine, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Donc, on passe, à l'intervenant suivant, à David Cohen, qui est déjà intervenu pour, réagir à ta présentation. Donc David Cohen est professeur de pédopsychiatrie, à la PHP, à la Pitié-Salpêtrière, mais au-delà également puisqu'il est responsable, tu me corrigeras, hein, tu rectifieras David, il est Ouais. responsable du pôle, mère-enfant, me semble-t-il, à Trousseau, c'est ça? En fait, non, je suis juste responsable de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais j'ai effectivement quitté un pôle neurosciences pour aller dans un DMU mère-enfant, effectivement. Voilà, Mais dont je ne suis pas le responsable. et dans le cadre de la recherche,
On peut dire que David Cohen a de multiples casquettes, dont celle-ci qui concerne la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui sur la place des jeux sérieux dans la prise en charge de l'autisme, avec le cas particulier d'un projet qu'il coordonne au niveau national. Alors, j'ai essayé de partager mon écran. Est-ce que vous Oui, c'est l'avez? bon. Oui, on C'est voit, bon? c'est Ok, super. super. J'arrête ma vidéo et mon micro pour que la bande passante soit la D'accord. meilleure possible. Merci, David. À tout à l'heure. Merci, ouais. Alors, comme il y a des diapos, je vais passer hyper vite parce qu'en fait, je n'avais pas du tout compris que j'étais en fait dans un webinaire, j'ai envie de dire, de recherche. Et je pensais que c'était un webinaire, comme on en fait un certain nombre, où il y a finalement. Et donc, je pensais que j'avais 1h30 devant moi. Donc, ce n'est pas du tout cohérent ce que je vous présente. Alors, attendez, il faut juste que je vois comment je reviens en arrière avec. Voilà, c'est comme ça. Donc, simplement, pour vous donner mes activités, effectivement, c'est des activités en sciences de l'ingénieur et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Je suis dans un laboratoire donc, qui s'appelle l'ISIR et dans une équipe qui s'occupe essentiellement de robotique, de perception, d'interaction et de robotique sociale. Alors, le plan que je vous avais proposé, c'était un peu ça. Je vais passer au moins les 3 premières parties rapidement, parce que sinon, on n'aura pas le temps, et j'irai directement à la question qui m'est posée sur les serious games. Je voulais juste dire un mot sur l'histoire de l'intelligence artificielle, et c'était un commentaire par rapport à la présentation de Julie tout à l'heure que j'ai trouvé passionnante. Par contre, ça n'est pas vrai de dire que ça vient de la génétique et je ne sais plus de quelle autre discipline, et que maintenant c'est intégré dans R la question du machine learning. Le machine learning vient des sciences de l'ingénieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et l'idée des ingénieurs, c'était effectivement à la fois de prédire et de classifier à partir de données qui étaient des mégadonnées. Et puis, petit à petit, c'est rentré dans nos activités. Alors, pour les généticiens, c'est à partir du code génétique où, effectivement, on peut lire ça comme un code de lettres. Et quand on entend à la télé les grandes oreilles qui écoutent les conversations, c'est exactement le même type d'algorithmes qui sont utilisés en génétique. Sauf que là, ce n'est pas les grandes oreilles qui écoutent nos conversations, c'est simplement le code qui est un code langage génétique qui est traduit dans les bases de données et les GWAS. Et je dis ça parce que, en fait, je crois que c'est important dans vos analyses sur Elena que vous intégriez quelqu'un qui sache non pas utiliser les dispositifs de R, parce que ça, c'est finalement du déjà fait ou organisé, et ça simplifie la vie, mais qui connaissent vraiment comment on utilise les techniques de machine learning, parce que ça change beaucoup les choses. Et récemment, justement sur la cohorte épigramme, on est en train de sortir, parce que dans la cohorte épigramme, on avait les éléments de quantité de soins reçus par les enfants de manière mensuelle, donc c'était extrêmement précis, et donc on a fait une analyse avec des arbres qui permettent justement de voir un petit peu comment les trajectoires en termes de mieux-être thérapeutique au bout d'un an, alors c'est une courte période, ce n'est pas du tout aussi puissant qu'Elena, pouvaient être modifiées par les interventions thérapeutiques. Alors, je passe tout ça parce que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Là aussi. Voilà. Alors, les serious games, je vais juste vous parler d'exemples de serious games français que moi je trouve intéressant parce qu'ils ont eu des validations cliniques. Donc, un premier serious game, on n'y pense pas assez, c'est sur l'apprentissage de la lecture chez les patients peu verbaux dans le spectre de l'autisme et de la déficience intellectuelle légère. Et donc, c'est un serious game qui s'appelle Sématique. Ça a été développé par l'équipe de Nice, qui est très dynamique de ce point de vue-là, et avec une étude clinique tout à fait intéressante qui avait été publiée dans Frontiers in Psychology. Je n'ai pas mis l'année là-dessus. 2017, voilà, c'est marqué en haut. Un autre serious game qui s'appelle Je stimule, qui est aussi de l'équipe de Nice. J'ai une petite vidéo, alors j'espère qu'elle va passer. Ah non, comme je ne suis pas sur mon ordinateur, je n'ai pas le codex. Donc la vidéo, ceci dit, est disponible en ligne si vous voulez regarder, ça va vous faire gagner du temps, si je peux passer aucune vidéo. Et en fait, juste pour revenir, c'est un serious game qui travaillait donc l'utilisation des émotions en contexte
en contexte social. Et dans le jeu, vous aviez 4 contextes sociaux qui étaient une balade dans la rue, aller dans un restaurant, dans un supermarché, puis le 4e, je ne me rappelle plus, mais c'est dans la vidéo. Et ce qui était intéressant, c'est que les enfants pouvaient répondre à la fois avec des pictos, mais aussi avec une espèce de manette vibratoire, ce qui permettait d'être aussi utilisé par des sujets avec des niveaux de fonctionnement assez bas, ce qui n'est pas non plus évident dans les jeux sérieux, où souvent on s'adresse à des autistes de meilleur niveau cognitif. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'étude a été publiée dans Molecular Autism parce qu'elle montrait des éléments tout à fait intéressants en termes d'évolution et d'utilisation du jeu. Mais c'était un jeu sérieux qui se jouait avec une orthophoniste ou une psychologue finalement qui accompagnait l'enfant dans le jeu. Il n'y avait pas d'autonomie parce qu'il fallait donner le feedback, c'était le clinicien qui donnait le feedback à l'enfant pour savoir si sa proposition d'émotion était pertinente par rapport au contexte social. Donc nous, on a travaillé sur une version bêta, et donc là, on a rajouté de l'intelligence artificielle dans ce jeu. Donc on l'a appelé jeu mime et plus jeu stimule, parce que l'idée, c'était d'avoir un algorithme qui reconnaisse les émotions auditives, donc dans la prosodie, et les émotions faciales, pour donner un feedback instantané à l'enfant dans le jeu sur sa production, donc pour le rendre autonome sans avoir besoin d'un thérapeute à côté de lui. Alors, ça, c'est le modèle d'architecture informatique qu'on a décidé pour essayer de valider le système. Et pour ça, il fallait qu'on ait une base de données d'émotions pour que les systèmes de machine learning aient une base d'apprentissage. Vous savez que le machine learning est beaucoup basé sur l'apprentissage de données. Or, ça, on n'avait pas de données dans la littérature des ingénieurs pour l'enfant. Donc, on a recruté 250 enfants pour créer une base de données émotionnelle, ce qui nous a permis de publier un certain nombre de papiers, en particulier sur les aspects de mouvements faciaux. C'est là où on a été performant dans cette ANR, c'était une ANR. Et donc, on a publié 2 papiers sur, encore une fois, les enfants autistes, mais également sur l'évolution développementale des émotions faciales et des expressions faciales chez l'enfant. Et vous voyez qu'on a utilisé des random forest, en l'occurrence, comme ça a été évoqué par Julie tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si la vidéo de démonstration va marcher. Non, elle ne marche pas non plus sur Mac. Je suis désolé, parce que moi, d'habitude, je ne suis pas sur Mac, mais je ne suis pas dans mon bureau là. Bref, vous auriez vu une vidéo, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, où on a un capteur finalement dans la caméra de l'ordinateur qui capte avec un algorithme d'expression faciale 70 points sur le visage et qui transforme ça en action units. Et les action units sont associés à des émotions positives, négatives, neutres. Et à ce moment-là, vous avez une reconnaissance de ce que fait l'enfant. Et bien entendu, le jeu, c'est on va dire l'émotion attendue en fonction des scénarios. Alors, on a fait une petite étude pilote. Donc, ça, c'était l'illustration. Je vais essayer de voir si elle marche. Ah, bah là, j'ai le codex. Alors, vous allez voir. Alors, ça, c'est la version bêta. On n'a pas suffisamment de jeux pour que ça dure longtemps. Hein, parce que maintenant, il faudrait qu'on trouve des développeurs et une boîte pour pouvoir nous aider, parce qu'on a fini la NR. Et là, vous allez voir l'algorithme. Donc, l'enfant est censé imiter un avatar, en l'occurrence. Bon, là, ce n'est pas l'enfant, c'est l'ingénieur qui a fait sa thèse dessus. Vous voyez, il fait des mouvements. Là, c'est voilà, là, comme c'était le sourire qu'il devait retrouver, il est reconnu et du coup, on voit le feedback. Bon, alors ce que vous voyez là, c'est assez simpliste, mais le système, parce qu'en fait, on avait fait cette démo au tout début du projet, le système a bien évolué, mais voilà. Donc, on a fait une étude pilote uniquement sur le temps d'apprentissage. Donc là, on n'est pas dans des jeux avec scénario, puisque ça, on n'a pas pu le faire. Donc, on demande juste à l'enfant d'imiter les émotions et il a un retour sur la qualité de son émotion.
Et ce que vous voyez, c'est qu'on a fait ça en fait pendant un entraînement d'1 heure chez 24 enfants autistes. Et vous voyez qu'en fait, on voit au cours du temps un apprentissage qui se fait, et en particulier en termes à la fois de reconnaissance, mais de production, puisque là, on a la production de l'enfant, et a priori qui respecte la plupart du temps ce que l'on sait des vitesses d'apprentissage chez l'enfant normal concernant ses émotions. Parce qu'il y a des émotions, la joie, c'est vraiment le plus rapide en termes développemental. Ça, on l'avait montré dans notre grande étude. Le seul élément qu'on n'avait pas, qui était infirmé, c'est la vitesse entre joie et colère. Encore une fois, c'est sur 1 heure d'entraînement. Voilà. Par contre, on a un effet d'âge, on n'a pas d'effet du genre, et ça, c'est ce qu'on attendait. Pas d'effet d'âge, et on n'avait pas parce qu'ils étaient tous assez proches en âge, et il y avait un effet d'apprentissage également dans le milieu du jeu que l'on faisait. Donc ça, c'est un pilote qu'aujourd'hui, il est un peu dans les cartons parce qu'on n'avait pas... voilà, puis on avait fait une étude qualitative pour voir comment à la fois ceux qui accompagnaient et les enfants, ce qu'ils pensaient du jeu, puisque quand on design un jeu, il faut toujours voir quel est le retour des usagers. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est un jeu par contre qui est beaucoup plus abouti, puisqu'il a donné lieu à une start-up, et maintenant il va être mis en disposition en France en janvier. Donc là, il est déjà disponible en Suisse, qui s'appelle Dynamilis. Dans les diapos, vous allez voir Dynamico, mais le nom ayant été trop proche de ce qui est déposé, il a été changé récemment. Et c'est un jeu qu'on utilise, nous, dans un protocole de robotique où on a un robot assistant avec lequel joue l'enfant. Et pour vous le montrer, donc le projet s'appelle IRECheck, c'est une ANR franco-suisse. Et pour vous le montrer, voilà, là je vous montre l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Et en fait, ce qu'on a montré dans la dysgraphie, c'est que en fait, vous avez des choses qu'on ne regarde pas du tout dans les évaluations de la dysgraphie, avec par exemple comme le BHK, qui sont la qualité de l'angle d'attaque, du contrôle de la pression. Et en fait, tout ça, ça a été rendu possible parce qu'on a enregistré des centaines d'enfants qui écrivaient sur tablette avec des stylets, et on a analysé en parallèle les BHK, et ça nous a permis finalement de faire toute une série de prédictions avec plusieurs papiers. Donc celui-là sur l'ingénierie du système, et le deuxième, je ne vous l'ai pas mis, mais qui était sur le développement de l'écriture chez l'enfant, bien portant, et l'enfant dysgraphique. Alors, dans notre système de robotique, pourquoi on a rajouté un robot? Parce qu'on utilise l'effet protégé, c'est-à-dire qu'on dit à l'enfant d'apprendre au robot à écrire et de jouer avec lui avec ce jeu sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que le robot sait déjà écrire, mais l'enfant ne le sait pas. Donc, quand le robot écrit, il reproduit l'écriture de l'enfant, si bien que quand l'enfant veut corriger le robot, il se corrige lui-même. Et ça a un effet qui est extrêmement positif sur le plan des interactions, parce que ça le renarcissise, ça lui redonne une confiance. Et souvent, les enfants dysgraphiques, quand on veut les entraîner, entre guillemets, même différemment, c'est très difficile parce qu'ils ont une aversion du stylo et du crayon qui est tout à fait majeure. Donc là, je vais vous raconter une histoire pour laquelle on a fait un petit film, parce que c'était un enfant qui, depuis des mois, alors est-ce que ça va marcher? Ah ben non, ça ne va pas marcher. Donc vous l'aurez peut-être en ligne dans le papier de Frontiers que l'on a fait le concernant. Est-ce qu'il est là? Alors, en fait, cet enfant, pour dire les choses simplement, est-ce que j'ai... voilà. Les jeux que vous voyez sont ceux-là. Donc, co-writer, donc là, c'est l'enfant qui montre des mots au robot et après, il le corrige. Tracking, vous voyez, c'est des trajets, mais dans les complexités, on reproduit des lettres. Celui-ci est vraiment Sioux parce qu'en fait, le déplacement du curseur se fait par le contrôle de la pression. Donc là, c'est un travail sur la pression, mais qui permet à l'enfant, du coup, de déplacer latéralement et en hauteur le curseur pour aller finalement gagner et rejoindre le robot. Ensuite, vous avez, un peu comme Space Invader, des bombes qui arrivent, il faut les éviter. Sauf que pour se déplacer, il a besoin d'utiliser l'angle d'attaque du stylet, qui est aussi un paramètre qu'on a. Donc là, on travaille un peu sur la segmentation avec des couleurs. Et puis là, on avait rajouté, parce que les psychomotriciens étaient dedans, un jeu de grasping, mais qui n'est pas dans le jeu sérieux lui-même. Et donc là, vous voyez sa prise en charge, incotable quasiment au BHK au début, puisqu'il n'écrivait plus depuis 2 ans, hein, il refusait de prendre un stylo en classe.
C'est pour ça qu'il avait été envoyé en unité de jour et on a commencé le projet avec lui. Il s'est remis, et vous voyez les évolutions du BHK quantitatif et qualitatif. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que quand on gagne en vitesse, on perd en qualité, et ça c'est tout à fait naturel au cours du développement de l'enfant et de l'apprentissage de l'écriture. Mais vous voyez que finalement, au bout d'une année, parce que les 30 semaines, c'est quasiment une année scolaire, eh bien, il a récupéré finalement un BHK qui est à la limite du pathologique. Ça reste quand même un enfant en difficulté, mais quand même. Et ça, c'est les évolutions dans certains paramètres du jeu, mais que je ne vais pas vous détailler. Et ça, c'est l'évolution de la posture. Et là, on voit que la posture est plus à l'aise au cours du temps et de l'amélioration. Alors, j'en viens à Golia, puisqu'il y a un projet d'études médico-économiques et auquel l'équipe de Montpellier participera, et j'espère sera très dynamique. Alors, Golia, c'est une plateforme de jeu, ce n'est pas un jeu isolé. Là, pour le coup, ça s'adresse non pas à une aptitude éducative comme l'écriture ou la lecture, comme je vous ai montré précédemment, mais vraiment au cœur des difficultés de l'autisme, et en particulier les prérequis de la communication, et en particulier les capacités d'imitation complexe et d'attention conjointe. Donc, le jeu il avait été construit dans le cadre d'un projet européen avec des collègues anglais et italiens essentiellement de Southampton et de Pise. Et donc, on avait fait une version bêta où on avait fait une étude de faisabilité sur 3 mois. Et dans cette étude de faisabilité, en fait, on a vu que c'était quand même difficile d'avoir, et pourtant c'était des familles très motivées, d'avoir une observance, puisque là, pour le coup, on avait l'observance enregistrée dans le jeu. Nous, on voulait qu'il y ait 5 séances par semaine, donc tous les jours ouvrables, si je puis dire, avec le parent et l'enfant. Mais vous voyez qu'au bout du compte, on arrive à une observance seulement de 40% avec des familles motivées. Donc, c'est quand même assez faible, finalement, par rapport à nos objectifs. L'autre élément qui est intéressant dans le jeu, c'est en fait, pour jouer, il contraint à l'interaction. C'est ça la grande, à mon avis, idée du jeu. Parce qu'il y a 2 tablettes, une pour le parent et une pour l'enfant. Et pour pouvoir jouer, l'enfant a besoin d'interagir avec son parent. Donc, ça contraint l'interaction, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le jeu, au-delà du fait de travailler aussi l'imitation et l'attention conjointe. Donc, nous, dans cette étude pilote, on n'avait pas vu d'amélioration clinique, mais encore une fois, on avait des petits groupes, puisqu'on avait 14 enfants versus 10. Mais par contre, on avait vu que le jeu fonctionnait bien, qu'au bout de 3 mois, le nombre de jeux qui étaient proposés n'était pas du tout saturé par les enfants, qu'on avait bien une progression des enfants au cours du jeu, sachant qu'on comparait au traitement as usual, puisqu'il ne s'agissait pas de mettre des enfants sans prise en charge. Alors, les Italiens, de leur côté, ils l'avaient utilisé, c'est une équipe qui est très performante en EEG, et en particulier en EEG quantifié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont fait une étude un peu plus importante en termes d'effectifs. C'est-à-dire qu'ils avaient les enfants de l'étude pilote que je vous ai montrée, mais ils en ont rajouté d'autres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré en EEG quantifié dans une tâche informatique d'attention conjointe qu'ils ont développée et qui est assez reconnue. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait un très beau papier montrant que les enfants qui étaient entraînés avec Igolia avaient, alors après on en pense que l'on veut, mais avaient une tendance à finalement, dans la tâche d'attention conjointe où ils faisaient l'enregistrement de EEG, entre guillemets, à normaliser leur activité cérébrale telle qu'elle est mesurée en EEG quantifié et leur connectivité, puisqu'elle se rapprochait finalement du groupe contrôle qui avait été recruté dans cette étude. Bon, alors, tout ça, c'est des études pilotes, des préliminaires, mais ça nous a amené quand même à se dire qu'on avait un outil qui était peut-être pas mal, surtout qu'il permettait de donner des outils à domicile, et il n'y en a pas tellement pour les tout-petits. Et donc, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer d'en faire quelque chose de plus accessible. Et pour ça, on s'est associé donc, avec une boîte qui est à Montpellier, d'ailleurs Genius Healthcare, qui depuis a été rachetée par MindMed, qui est une boîte suisse, mais il y a une certaine indépendance de l'activité France. Et donc, du coup, à partir de la version bêta qu'on a utilisée, ils en ont fait une version beaucoup plus designée pour le jeu, mais surtout accessible en ligne sur une plateforme qui est curapid.com. Du coup, ça sera beaucoup plus simple que ce qu'on avait fait nous, où on devait fournir les tablettes aux parents, etc. Parce qu'avec n'importe quelle tablette, les parents pourront se connecter à Internet, accéder aux 2 versions du jeu pour pouvoir jouer, et la connexion ne se fera pas par Wi-Fi localement, mais directement dans la plateforme de curapid.com.
Donc maintenant, je vous ai mis un petit peu le look que ça a au niveau visuel. Vous l'avez à droite. La plateforme currapide.com se présente comme ça, ce qui permet aux professionnels aussi d'avoir un certain nombre de données que l'on avait, nous, dans la version bêta, et qu'on a demandé finalement aussi à la plateforme de pouvoir extraire pour les fournir aux enfants, aux soignants, pardon. Alors, les jeux se présentent, donc ça, c'est la configuration du jeu, où vous voyez un petit peu, finalement, puisqu'il faut connecter quand même les tablettes avec la partie enfant et la partie adulte, avoir un nom d'identifiant pour qu'on retrouve tout ça, les parents, l'enfant, etc. Ensuite, on joue. Alors là, on a les jeux d'imitation qui sont au nombre de 6. Donc, on utilise finalement toutes les possibilités de la tablette, c'est-à-dire aussi bien les dispositifs audio que les dispositifs graphiques, hein, puisqu'on est sur des tablettes avec des stylets, on peut dessiner dessus, mais également des aspects visuels constructifs. Et sachant que dans chaque jeu, on a des niveaux de complexité et de sévérité. C'est d'ailleurs comme ça que finalement, on a beaucoup de possibilités de jeu et de possibilités d'interaction. Sur l'imitation conjointe, on en a moins, on a 4 jeux, mais certains sont assez compliqués, en particulier, c'est à la limite de la coopération, en particulier le jeu recettes de cuisine, puisque là, il y a à la fois de l'attention conjointe et de la collaboration avec le parent. Encore une fois, l'idée est de contraindre à l'interaction. Alors, non, là, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va être le Igolia Echo? Alors, l'idée, ça a été de se dire que plutôt que de choisir des mesures d'efficacité qui seraient uniquement les mesures cliniques dont on a l'habitude, l'idée, un peu comme ça a été développé dans la présentation d'Elena tout à l'heure, l'idée, c'est de tenir compte aussi des coûts et en particulier des coûts réels de consommation. Alors, donc l'idée, c'est de comparer des enfants sur le traitement as usual, et Igolia sera finalement une proposition complémentaire au traitement as usual. Alors, une des difficultés quand on fait ce type d'études, c'est que le traitement as usual va être extrêmement hétérogène, ça on le sait, mais on va le recueillir de manière assez systématique dans le protocole, et Igolia va avoir un coût finalement qui va se rajouter au traitement as usual dans le groupe expérimental. Et donc l'idée, c'est que le ratio entre l'efficacité qui sera évaluée essentiellement en termes de qualité de vie plutôt que d'échelle clinique et les dépenses enfant par enfant, mais dans chaque groupe, va être finalement notre critère principal d'évaluation. Donc, les enfants, le recrutement, bon, bah, c'est les recrutements d'âge précoce, hein, puisque c'est basé, entre guillemets, sur l'esprit du programme ESDM, hein, Igolia, donc c'est pour des enfants assez petits en âge. Et on acceptera aussi des cognitifs déficits légers, même si c'est un jeu sérieux, dans la mesure où, comme c'est un jeu sérieux accompagné par le parent, de toute façon, il y aura quand même la possibilité, et dans l'étude pilote, on a vu que c'était possible. Alors, en termes de calcul d'effectifs, donc on doit recruter au moins 150 patients pour être dans les estimatifs qui ont été calculés par l'équipe de Montpellier, d'ailleurs, puisqu'on collabore avec l'équipe de Montpellier d'un point de vue stats et éco. Et donc, vous avez les sites qui doivent recruter. C'est à peu près distribué sur la France, même si c'est très universitaire, pour des raisons essentiellement de faisabilité en termes de recherche. Alors, donc voilà ce qui est prévu dans Igolia. Donc, vous voyez qu'en termes de mesures cliniques, on en a assez peu, mais essentiellement tous les 6 mois. Par contre, il y aura un gros travail sur la consommation de soins qui ne se limitera pas à l'aspect SNDS, mais ça sera récupéré. Mais il y aura aussi un interrogatoire des parents pour essayer de récupérer régulièrement tout ce qui a été fait et dépensé en reste à charge pour les familles, puisque l'idée, c'est quand même d'être relativement précis sur la consommation de soins. Voilà, donc pour finir, mais ma conclusion n'a aucun sens puisque je ne vous ai pas présenté le début de cette présentation, mais encore une fois, je n'avais pas compris exactement ce qui m'était demandé, je m'en excuse. Mais bon, ceci dit, je peux quand même vous dire que moi, je suis convaincu que tout ce qui est nouvelle technologie, intelligence artificielle, dans une définition encore une fois élargie,
devrait nous aider à comprendre pas mal de problématiques en psychopathologie, en particulier au niveau des troubles du neurodéveloppement, et que dans un certain nombre de cas, ça peut nous aider à développer des outils thérapeutiques, même si il faut pas non plus être naïf et croire que parce qu'on fait de la nouvelle technologie, ça y est, on a tout trouvé, comme j'entends souvent, avec des applications parfois de base. Merci de votre attention. Merci beaucoup, David. Il y a 2 commentaires qui te sont adressés dans le forum. Il y a Julie Loubersac qui dit bah, c'est noté, on va se former tous au machine learning. Donc, ça y est, elle a bien intégré. Alors, je ne sais pas si c'est se former d'ailleurs, hein, c'est plus collaborer. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est toute une discussion. D'ailleurs, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec le statisticien qui est dans mon équipe, qui me disait ah oui, mais il y a quand même un arbre, c'est un arbre de régression, donc on peut l'utiliser dans R, donc c'est des statistiques. Je lui dis oui, mais le machine learning, et c'est ça la force, c'est un raisonnement qui est en sens inverse. Il n'y a pas d'hypothèse a priori. On est data-driven. Et c'est dans un second temps qu'on va regarder le machine learning le plus performant par rapport à la question qu'on pose, bien entendu, et on va essayer de voir quelle est la relevance clinique. Mais là, c'est un aller-retour entre guillemets, les calculateurs et les gens qui ont le nez dans le cambouis de cette clinique quand il y a une question qui est posée au niveau clinique. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Ce qui n'est pas la même chose quand on donne une base de données à des statisticiens et on leur dit voilà nos variables, nos trucs, etc. Ce n'est pas du tout la même manière de travailler, même si on utilise les outils au bout du compte qui sont les mêmes, parce qu'effectivement, R, il y a un certain temps, n'avait pas d'outils machine learning, mais comme R est finalement un open source qui est alimenté par à la fois des statisticiens et des ingénieurs, il y a des ingénieurs qui ont mis des outils open source qui sont de nature machine learning, et maintenant, on l'a dans R, et on voit finalement des collègues utiliser R, mais sans forcément dominer, encore une fois, ceux qui l'utilisent. On voit ça aussi avec certains psys qui font des stats, qui ne sont pas des vrais statisticiens, et moi y compris. Et puis juste que ça vaut le coup de prendre le temps de voir quelqu'un qui est vraiment expert de ça, parce que vous avez des données magnifiques dans Elena, j'en suis convaincu, et ça doit être passionnant comme type d'analyse. Ok, merci. Alors, juste un petit feedback aussi par rapport à l'utilité de l'approche. Il y a une personne qui s'appelle Marie-Hélène Audier qui te dit une magnifique aide pour les écoles. L'écriture reste un frein majeur, mais pas le seul pour une scolarisation adaptée. Et elle te dit merci. Moi, j'avais une petite question à te poser parce qu'au niveau technique, est-ce que tu pourrais repréciser ce que c'est le ratio coût-utilité incrémentale? Ça correspond à quoi? Alors en fait, si j'ai bien compris, parce que moi non plus je ne suis pas spécialiste, c'est qu'on regarde d'un côté le progrès, enfin je dis le progrès, mais ça peut être aussi la dégression, mais comme nous on voudrait qu'il progresse quand même, donc on va dire on regarde le progrès en qualité de vie, et en fait on fait un ratio par la dépense. Et en fait c'est ça qui va servir de comparaison. Donc, l'idée, elle est de voir si, même si on compte le coût de Igolia, j'ai bien compris le projet au niveau économique, mais je sais que le risque pour nous, c'est que comme on va être en début de traitement, c'est souvent en début de traitement que les gens sont motivés, qui font le maximum de choses pour l'enfant, et donc on risque d'avoir un ratio qui n'est pas forcément hyper intéressant pour nous. Ouais. Parce que Igolia, l'avantage qu'il a, c'est qu'il donne une possibilité à domicile. Par contre, comme on va essayer de recruter sur toute la France, il est possible que, mais on ne peut pas le savoir à l'avance, qu'on ait un certain nombre de familles chez qui trouver quelqu'un pour prendre en charge l'enfant, ils ne trouveront rien. Et donc, du coup, Igolia sera peut-être la seule chose qu'ils pourront proposer. Oui, c'était ma question suivante. Et je sais très bien qu'on va être dans une situation assez compliquée pour analyser les données. Mais bon, si c'est bien réparti entre les deux groupes, machin, etc., peut-être qu'on aura quand même du signal. C'est un peu l'idée générale. Oui, c'était ma Alors après, on a quand même des critères secondaires que je ne vous ai pas mis. C'est qu'on va faire le même ratio, ce qu'ils appellent c'est un ratio efficiency, je crois, où là, on va prendre le score composite de la Vineland comme outil de progrès. Et puis après, on regardera nos échelles en critères secondaires, quoi qu'il arrive. Ok.
Écoute, merci. Merci beaucoup de nous avoir présenté des choses qui sont quand même complexes pour le volet, notamment évaluation médico-économique, de manière simple et vraiment très intéressante. Moi, il me tarde qu'on commence à voir les résultats de ce type de travaux pour qu'on puisse, comment dire, avoir des arguments pour notre offre de soins, notre offre Alors, je ne te cache d'accompagnement. pas que je suis assez désespéré parce que ça fait déjà 2 ans, je crois, qu'on a Mm. qu'on a J'essaye de ne plus partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Non, l'écran y est toujours, donc Il faut que je retrouve où est-ce qu'il est Voilà. donc là c'est bon, c'est bon, c'est bon, C'est bon? David. C'est Ok. bon. Ouais, Et ouais. donc, ce que je disais, c'est que actuellement, on attend toujours, je ne sais pas quoi de la NSM, ça fait 3 ans que ça dure. Je suis dans une autre start-up pour la lecture avec un jeu sérieux qui est sur la musique. Ils ont géré de manière privée les gestions, autorisation CPP, machin, etc. En 6 mois, on avait tout obtenu. Et donc, on a déjà démarré l'étude lecture alors qu'on était prêt pour Igolia depuis je ne sais pas combien de temps. Mm. Et ça, c'est assez déprimant parce que, bon, mais en même temps, les PRME, comme c'est la DGOS, ça doit passer par les URC et voilà. Il y a Ok. une inertie. Voilà. Merci, merci mille fois, David. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé. Et puis, sachez que donc, ces présentations vont être mises en replay. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent finalement peut-être plus en replay qu'en direct du fait de nos activités aux uns et aux autres qui sont très denses. Donc, je crois que vos présentations étaient très complémentaires. Celle de Julie Loubersac, comme vous l'avez dit, Charles, et la vôtre qui porte sur la réflexion sur le parcours de soins des personnes qui ont un diagnostic d'autisme avant et après l'établissement de ce diagnostic. Les données qui ont été présentées par Catherine A dans le cadre de Santé publique France avec vraiment beaucoup d'espoir qui est amené par la possibilité aujourd'hui d'estimer la prévalence du diagnostic de TSA, d'évaluer comment se répartit cette prévalence en fonction des caractéristiques du territoire, en fonction des caractéristiques des personnes. Et puis, la présentation très originale tout à l'heure du professeur David Cohen sur la place des jeux sérieux et l'évaluation médico-économique qu'on peut en faire avec cette réflexion sur le rapport efficacité et qualité de vie au bénéfice des usagers. Voilà, écoutez, je remercie le GIS de la confiance qu'il nous a accordée en nous soutenant pour organiser ce webinaire. Merci à chacun de nos intervenants, merci aux participants. Et je dirais qu'on voit bien que ce domaine qui est encore très peu investigué, celui de la recherche médico-économique dans les troubles du neurodéveloppement, doit faire l'objet de davantage d'échanges et d'études et de financement probablement pour les travaux. Voilà, ce sera le mot de la fin. À bientôt. Merci à tous et je remercie Aline Tournier du Centre d'excellence pour son aide et son appui dans l'organisation de ce webinaire. À très bientôt. Au revoir Charles, au revoir Julie, au revoir Merci, au Catherine, revoir. au revoir à tous. Au Merci revoir, beaucoup. merci. Merci.